Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Poiesis. À travers le discours de notre invité du jour, voilà la question au centre du podcast qui m'est apparue. Comment se lancer vers une activité lorsqu'on s'en empêche soi-même ? De graviter autour d'une envie, de se heurter aux difficultés pour en venir finalement à son réel désir. Voilà le parcours de Fiona, passant de l'art du spectacle aux hypermédias, fuyant les grandes écoles, passant par le graphisme, les logiciels, les logos, un peu le montage vidéo, pour continuer son petit bonhomme de chemin vers l'illustration, l'album jeunesse. Comme si cette voie avait toujours été là, à attendre. Passé les doutes, les empêchements, il ne reste plus qu'à réaliser ses envies, rallier et émouvoir. Faire que la création soit une fête, pour chacun et chacune. En tout cas, moi de mon côté, je vous souhaite une belle écoute. Chapitre 1. La genèse. D'où vient-on ? Pouvez-vous vous décrire, prénom, âge et votre parcours scolaire ? Donc je m'appelle Fiona, j'ai 29 ans. Et mon parcours scolaire, moi j'ai commencé en fait j'habitais à Lens-en-Vercors. J'étais au lycée-collège à Lens-en-Vercors dans un lycée sportif et faire du cinéma. Et du coup il y avait une option cinéma dans le lycée à Valence. Et donc j'ai commencé mes études à Valence. Enfin j'ai commencé mon projet artistique, on va dire, ou mon entrée dans l'art à Valence. Et ensuite, j'ai fait art du spectacle, puis j'ai fait graphisme, puis j'ai fait une année de césure. Et enfin voilà, et j'ai fini à Bruxelles du coup en illustration parce que je me suis rendu compte que le monde du cinéma et de l'art du spectacle ne me plaisait pas et que je voulais être illustratrice. Et voilà. Et là, ça fait 2 ans que je suis sortie. Donc je fais 9 ans d'études, mais pour être là. Comment pourriez-vous décrire votre activité ? Chaotique, complètement chaotique, très diversifié. Chaotique parce que j'ai l'impression que je n'ai pas de régularité, en tout cas, moi encore aujourd'hui. J'ai pas de cadre ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que des fois, je sais pas, je fais une insomnie puis je finis un petit taf que j'avais à faire pour le lendemain ou pour dans une semaine et tout. Et puis un métier aussi où je rencontre énormément de monde et où j'ai pas un bon gros réseau, on va dire, parce qu'il y a que comme ça que je trouve aussi du travail et qu'on m'en donne. Donc voilà, très chaotique mais très enrichissant et personnellement, rencontre aussi avec des gens parce que je raconte des histoires, donc moi ça m'intéresse énormément aussi de rencontrer du monde, de parler, de m'en raconter des histoires, qu'on m'en raconte, j'adore ça. Donc voilà, c'est très intense, très chaotique et voilà. Vous parlez de régularité, d'une façon assez chaotique. J'imagine qu'avec vos études, vous avez quand même pu acquérir une forme de méthodologie pour venir pallier un peu à ce manque de régularité. J'ai envie de dire non. Pas tellement. Je pense que j'ai une régularité, moi, de travail, parce que j'ai envie de bien faire les choses, etc., et que j'ai pas envie de me retrouver en retard. Je rends jamais rien en retard, je rends tout à l'heure, etc. Mais on va dire que dans la régularité d'horaire ou quoi que ce soit, elle est complètement chaotique. Parce qu'il y a des fois où je sais qu'il faut que je laisse reposer le travail aussi. C'est peut-être ça, la méthodologie, c'est que je me force à faire le truc. J'ai aucun recul sur ce que je suis en train de faire, dessiner, raconter. Je n'ai aucun recul dessus. J'ai envie d'avoir l'avis des autres, mais des fois, je suis toute seule. Donc, je suis avec moi-même et ce que j'ai sur le papier. Et des fois, je me dis, bon, ok, il est 15h, je pourrais continuer encore jusqu'à 19, minuit, on n'en sait rien. Mais il faut que je m'arrête. Faut que je m'arrête et on reprendra ça demain, après-demain, j'en sais rien. Juste parce que sinon, j'ai aucun recul. Et je reprends le truc et des fois, je me dis, ah ouais, c'est vraiment pas terrible ce que je viens de faire. On recommence tout. Puis des fois, je me dis, ah putain, en fait, c'est bien, je suis contente. Je suis vraiment contente. C'est bon, et j'ai d'autres idées, ou alors d'un coup, il y a un autre truc qui pop, etc. Enfin, faut laisser un peu respirer le travail, quoi. Parce que sinon, je fonce droit dedans et tout. Et puis après, des fois, j'ai pas le temps, j'ai un truc qu'on me demande, faut rendre ça la semaine prochaine. Et je suis dans un tunnel de travail jusqu'à que je le rende, et je me dis, c'est pas mal ce que j'ai fait. Des fois, quand on réfléchit pas trop, on sait pas pourquoi, on trouve un truc un peu plus spontané, et du coup, ça marche bien. Je sais pas si j'ai vraiment une méthodologie, vraiment. C'est peut-être ça, même méthodologie. C'est des fois de laisser le travail respirer, et moi aussi à la fois. Et il y a pas vraiment forcément d'étape ou quoi que ce soit. J'ai eu peut-être
un travail particulier. Oui, j'ai des étapes pour faire des affiches. J'ai des étapes. Mais après, pour faire des livres ou faire d'autres travails ou d'autres choses, je donne des cours aussi. Donc, pour faire mes cours et tout, j'ai pas particulièrement de méthodologie. C'est un peu... Vous prenez ce qui vient. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et on vous en avait un peu parlé quand même sur les rencontres, mais au-delà du scolaire, qu'est-ce qui, dans votre vie personnelle, vous a amené à vouloir travailler dans ce milieu ? Je sais pas trop. Moi, je voulais raconter des histoires. Depuis toute petite, je me racontais des histoires. J'en écrivais. Alors, j'étais dyslexique. Faut lire mes carnets, c'était un enfer. Mais malgré que le côté écriture était pas là, je pense que le côté idée était quand même un peu sympa. Il y avait... Je glanais des anecdotes que les gens me racontaient, etc. Et je disais, ah, mais ça pourrait être super bien pour mon histoire de cheval avec la princesse et tout. Enfin, des trucs d'enfant, quoi. Et en fait, je continue à faire ça. Je continue toujours à glaner des petites histoires et tout, etc. Et du coup, c'est pour ça que je voulais aller dans le cinéma au tout début. Parce que dans un objectif un petit peu, je prenais aussi des instants de vie avec une caméra, etc. Enfin, j'étais quand même vachement là-dedans. Et ouais, dans un objectif un peu de raconter des trucs, de capter des instants. Donc, j'ai commencé à me dire, ah bah le cinéma, je peux raconter des histoires, un peu comme toutes les personnes qui veulent dans le cinéma et qui veulent réaliser des choses. Ah bah réalisatrice, je serais contente et tout, faire des films et tout, je fais des images et tout serait super. Bon, finalement, j'ai pas du tout aimé le monde. Je dessinais beaucoup à côté, mais je disais souvent, non mais le dessin... c'est mon truc à moi. J'ai pas envie de le partager. C'est vraiment mon petit truc à moi. J'ai pas du tout envie de faire ça. Alors que je voyais des illustratrices comme Margot Motin ou Digli que j'étais, ah, j'aimerais trop, elles sont trop stylées, j'aime trop leurs dessins. Je rêvais de faire un peu ça. Mais c'était un peu le truc un peu honteux caché que je voulais pas vraiment dire. Je pense qu'il y a eu un moment aussi, j'ai une cousine que j'aime énormément qui était graphiste et artiste aussi. Elle fait de la danse, elle est artiste plastique aussi, elle fait des maquettes, etc. Et c'est une personne que j'admirais énormément et qui m'a vachement aussi poussée à développer tout ça et tout, à me dire, ah, mais c'est super ce que ton histoire elle est trop bien, ah, mais ton dessin il est trop chouette, ah, mais tu veux faire ça, mais vas-y, qui m'a vraiment aussi poussée et je crois que je l'admirais énormément. Et même si aujourd'hui, elle est plus du tout graphiste et elle déteste ça. En fait, moi, je suis graphiste un peu, un peu parce que je voulais faire un peu comme elle. Par exemple, le stage de 3e, je l'avais fait avec elle. Elle travaillait pour une compagnie de théâtre à l'époque. Elle était graphiste. Et moi, je sais pas, je l'admirais trop, quoi. Il lui demandait de faire un truc, elle faisait un petit dessin comme ça, je la voyais faire. J'étais, mais c'est exactement ce que je veux faire, en fait. Faire un petit dessin, elle faisait je sais pas, un petit monstre, et c'était trop bien. Moi aussi. Puis elle le mettait sur la plaquette, puis après on l'imprimait. Et on avait un truc, et c'était trop magique, quoi. C'était le côté magique ou le côté ça a l'air facile, c'est stylé, c'était quoi exactement qui vous inspirait là-dedans ? Je crois que c'était le côté de, en fait, ce qu'elle vient de poser sur le papier en quelques minutes va être imprimé et va perdurer dans le temps pendant super longtemps pour faire vivre aussi un autre truc qui n'est pas à elle, tu vois. Mais parce que du coup, c'était pour la compagnie de théâtre et tout. Mais enfin, l'identité qu'elle avait collait complètement avec son univers à elle aussi. Pas tout à fait. À l'époque, j'avais l'impression. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis, ah non, pas du tout, il y avait rien à voir et heureusement qu'elle est partie. Mais, ouais, je sais pas, je trouvais ça joli. L'aspect papier aussi, plaquette, l'aspect petit dessin qui pouvait, du coup, parler de plein de choses. Enfin, elle racontait des histoires avec des petits bonhommes et tout. Et ces petits bonhommes, ils étaient là, eh oui, du coup, il y a un spectacle demain. Et je trouvais ça trop drôle et trop chouette et trop bon enfant. Enfin, j'aimais bien. Je me disais, mais il est trop cool, son univers. Il est pas, il a l'air d'être trop chouette, quoi. Je sais pas. Je trouvais qu'il y avait un truc un peu très heureux aussi, très festif et très, ouais, c'était un peu la fête, j'ai l'impression. Alors que bon, on parle juste elle faisait du graphisme, mais moi, je trouvais ça trop bien, quoi. Ça avait l'air d'être un métier plaisant, en fait. Ouais, c'est ça. C'était un métier qui avait l'air fun, qui avait l'air... C'est ça. J'étais que entourée de personnes, j'ai l'impression que c'était que des gens qui vivaient pas comme les autres, justement, qui paraît peut-être un peu chaotique et tout. Après, il y avait beaucoup de débordements, franchement, dans le monde de l'art et tout. On en fait trop des fois, on se met à mal et on gagne rien, c'est terrifiant. Mais moi, je voyais pas du tout cet aspect-là, je le vis aujourd'hui, je sentais un peu le désenchantement qui est arrivé.
Mais ouais, ça avait l'air d'être trop bien comme univers. Ils buvaient des bières à 16h une fois qu'ils avaient fini le taf. Ça chantait, ça dansait, il y avait plein de choses et tout. Il y avait comme un univers hyper coloré, hyper festif. Ça rigolait. Alors il y avait beaucoup de gens aussi du monde du théâtre. Du coup, ils faisaient des scènes et tout. Enfin, c'était tout très vivant, très. Ça avait rien à voir avec ce que j'imaginais du monde du travail, quoi. Enfin, et puis ce qu'on nous montrait aussi beaucoup. Et du coup, j'étais là, non, mais moi, c'est ça que c'est génial, j'adore. Et qu'est-ce qui fait que, en voyant ça, donc j'imagine très bien ça, c'est quelque chose d'inspirant, vous dites, bon, allez, je vais aller vers ça. Vous parliez d'un stage de troisième, donc Ouais. 14-15 ans. Le fait d'aller plutôt vers le spectacle vivant, d'aller plutôt vers le cinéma, c'est vraiment que le dessin, c'était quelque chose de très personnel et que vous vouliez pas du tout en faire un métier, que ce soit rémunéré, etc. Ouais, je le voulais vraiment pas. En fait, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah, mais en fait, le fait de travailler avec plein de monde et que ce soit un peu diversifié et tout, ça me plaisait énormément. Et je sais que de faire des films, tu le fais pas tout seul, en fait. Et je trouvais ça hyper intéressant d'être avec du monde, de aussi pouvoir se reposer sur les autres en disant, ok, bon, bah, toi, tu sais faire le son, super. Bon, bah, moi, je fais l'image, trop bien. Enfin, il y avait un truc un peu de cohésion entre les gens que je trouvais super chouette et super intéressant, qui me rassurait énormément aussi dans ce métier-là. Et que j'ai vu du coup dans ce monde du théâtre et tout, et que après qui m'a donné aussi envie de travailler dans l'événementiel, littéralement. Quelque chose aussi un peu d'organisationnel, faut préparer, tu prépares des choses pendant des mois et tout, tu le penses, tu l'imagines, et après tu le vois se réaliser, c'est trop chouette. Et du coup, oui, il y avait vraiment le côté dessin, illustration, graphisme et tout. Je savais que j'avais des facilités dedans, vraiment, très simplement, parce que j'utilisais les logiciels depuis toujours. J'étais toujours en train de faire des petits dessins, petits montages, petits designs, etc. Enfin, justement, quand j'étais au lycée, je faisais les graphismes pour les affiches et tout, et trucs comme ça. Mais c'était non, mais ça c'est voilà, je sais faire ça, j'aime bien, mais je veux pas que ce soit mon métier. Je veux pas que ce soit mon métier. Et voilà. Et qu'après, quand j'ai fait une année, je suis sortie du lycée, c'était un peu genre la magie, c'était trop bien et tout. Et je suis allée en art du spectacle. Et je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ce que j'aille en art du spectacle et que je me retrouve avec des personnes avec qui on a les mêmes sensibilités, on a les mêmes choses, on est dans le même univers et tout. Et que ça allait être simple et facile et que j'allais pouvoir faire des projets avec des super chouettes personnes, etc. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Et en fait, de plus en plus, je commençais à voir l'univers du spectacle, du théâtre, du cinéma, comme un univers un peu faussé, un peu faux. Genre tout le monde était très faux, en fait, j'ai l'impression. Et tout le monde jouait un peu un rôle et tout. Tout le monde avait envie d'être réalisateur, tout le monde avait envie d'être acteur, enfin, tout le monde avait envie d'être sur le devant de la scène et tout. Et moi, j'étais pas du tout ça. Moi, j'étais non, moi, je veux juste raconter des histoires. Dans mon coin, j'ai pas envie de ça et tout. J'ai l'impression de me faire écraser un peu par les autres. Et ça m'a un peu foutu la boule au ventre pendant un an où je me suis dit, ah ouais, vraiment, j'arrive pas forcément. J'avais des amis et tout, il y avait pas du tout ça, mais j'arrivais pas, j'étais pas dedans. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être là-dedans, j'ai pas du tout envie d'être là-dedans et tout. C'est une copine qui était elle alors ça s'appelait communication, information et communication hypermédia, là où elle était. Ça avait aucun sens. Enfin, hypermédia, ça a pas beaucoup de sens. Un mot un peu inventé. Pour faire de la com, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. pour faire de la com. Mais hypermédia, c'est tout hyper, tu vois. Et il y a les marchés, les supermarchés. Voilà, l'hypermarché, voilà, bah, c'est exactement ça. Il y a les médias, les supermédias et les hypermédias, j'en sais rien, mais bref. Et c'était vraiment pour englober tout en disant, enfin, l'ensemble des choses qui peuvent être visuelles, graphiques et communicatifs, ils voulaient le mettre dedans. Et elle m'a dit, en vrai, Fiona, ça pourrait te plaire de ouf. Et faudrait que tu fasses ça. Faudrait que tu fasses ça. Genre vraiment, ça pourrait te plaire et tout. Faudrait que tu fasses ça. Moi, j'étais un peu en train de me dire, faudrait peut-être que j'aille, je sais pas, en école d'art, un truc comme ça. Enfin là, j'ai envie de créer, mais bon, visiblement, cinéma et théâtre, c'est pas mon truc. Et du coup, j'étais là, bon, les écoles d'art, ça coûte trop cher de toute façon. J'ai pas les moyens. Bon, là, elle me montrait ce qu'elle faisait. Elle faisait de la photo, elle faisait des petits montages vidéo. Elle faisait enfin, il y avait des trucs où elle aurait pu faire de l'illustration aussi. Donc, je me disais, ah, bah, c'est marrant, un peu tous les trucs que j'aime bien, mais qui sont réunis dans ce truc-là. Et du coup, bah, j'y suis allée.
J'ai pas kiffé non plus. Mais par contre, j'ai continué à voir que j'avais une énorme facilité en graphisme, en illustration et tout, etc. Et que c'était, enfin, même si j'aimais pas forcément la mentalité des profs, enfin, j'aimais pas vraiment tout plein de choses qu'ils faisaient. En tout cas, j'aimais énormément le côté, moi, créatif. En tout cas, moi, j'étais dans mon truc, quoi. J'étais dans mon truc. Je dessinais, je faisais des affiches et tout, etc. Et de plus en plus, je me disais, mais arrête de te mettre dans des trucs où t'es pas à l'aise, t'es pas bien, avec des gens que t'es pas bien. En vrai, tu te démerdes bien toute seule. C'est sympa de faire de l'illustration. Enfin, de plus en plus, je me dis, mais t'as envie de faire ça, en fait. Arrête de te dire que c'est ton truc passion. Genre, t'as vraiment envie de dessiner. Je dessinais tous les jours sur les trucs, enfin, en cours, etc. Enfin, mes cours sont remplis de dessins, de machins, etc. Je commençais à acheter de plus en plus de matériel pour faire des trucs. En plus, on nous apprenait un peu à utiliser le logiciel, donc j'avais une dimension vachement plus grande offerte à moi pour faire de l'illustration. Et ouais, du coup, j'ai passé toutes ces années, j'ai fait beaucoup de stages aussi en graphisme, et j'ai commencé à avoir mes premiers petits projets professionnels, non professionnels, c'est-à-dire rémunérés, mais pas vraiment rémunérés. Et même j'étais trop à l'aise, vraiment, j'étais super bien. Mais je suis sortie du coup de ces études-là en me disant quand même, je veux pas être graphiste dans ma vie. C'était pas mon univers, toujours pas. C'était mon univers quand on me demandait de faire de l'illustration en graphisme. Là, c'est bon, j'étais trop à l'aise, etc. J'étais super bien. Mais alors, dès qu'on me demandait de faire des logos, des machins, alors surtout que j'avais fait un stage où je faisais beaucoup de web design ou de montage vidéo et des logos. Et il sentait que j'étais pas trop à l'aise. Au bout d'un moment, il fait, bon, écoute, t'es bonne en dessin. Est-ce que tu peux pas nous dessiner? Et là, j'étais, ah oui, bien sûr. Et je dessinais tout et n'importe quoi. Et là, j'étais sur une autoroute du kiff, et je m'arrêtais plus. Mais je suis sortie de là en me disant, bon, j'ai toujours pas envie de faire ça, en fait. C'est toujours pas ça mon truc. Ouais, ok, j'ai une facilité, c'est cool, et c'est un peu presque le seul domaine dans ma vie où genre je sens que j'ai une facilité, mais je suis pas non plus très bonne dedans. Et c'est là que ça a travaillé, que je me suis dit, non, mais en fait, je veux être illustratrice. Non, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça. Je veux être illustratrice, je veux dessiner des trucs. Et non, mais en fait, je veux raconter des histoires aussi. Je veux vraiment raconter des histoires avec des dessins, je veux apprendre ça. Et je voyais tous les bouquins que je lisais, les BD, les albums, tout, et j'étais là, mais c'est ça que je veux faire, c'est trop bien. Bon, c'est quand même compliqué parce que, en fait, l'illustration, t'as beaucoup d'écoles soit énormément fermées. Moi, j'avais déjà, 4 ans, du coup, un peu dans les pattes. Et les écoles, elles me étaient un petit peu... il y a eu des écoles qui m'ont dit, ah bah non, vous pouvez plus passer le concours, vous êtes trop vieille. Alors, j'en avais 23 ou 24, j'étais là, ça fait mal. Et du coup, j'étais là, ouais, donc maintenant, c'est trop tard, quoi. Je peux plus le faire. Genre, et tout. Ça paraît un peu invraisemblable quand même. Hein. Ouais, c'était, j'ai 23, 24 ans et je peux pas rentrer dans ces écoles. C'était des gros concours, hein, vraiment, c'est la IR et tout. Ouais, j'étais hyper déçue et j'étais en train de me dire, j'ai manqué un acte vraiment et je me suis enfermée dans un truc et tout. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui m'avait vraiment fait kiffer avant de faire tout ce truc de graphisme et tout. Et c'était l'événementiel, c'était vraiment monter un projet avec des gens. Donc j'ai fait un service civique dans un festival de cinéma. Et pareil, je me suis vraiment trop épanouie dedans, ça faisait trop du bien, j'étais trop contente, j'étais un peu à fond et tout. Je me sentais un peu en vie et importante aussi de porter ce projet-là. Mais quand même, c'est quand même revenu, je suis arrivée à la fin, j'étais là, non mais je peux pas quoi, faut que je fasse de l'illustration, j'ai vraiment envie de faire ça. Vraiment, c'était viscéral, si je fais pas ça, je vais être triste toute ma vie en fait, c'est pas possible. Et j'ai eu une amie, merci, qui m'a dit, ah mais arrête de postuler et d'essayer de trouver une école d'illustration en France. Va en Belgique, y a pas de système d'âge, y a pas tout ça, etc. Les concours sont beaucoup plus chill, t'as pas besoin de savoir parler anglais, savoir résoudre une équation, enfin, parce que des fois ils te demandent des trucs un peu comme ça dans des écoles, c'est un peu bizarre. Et vas-y. C'est l'élitisme, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Je sais pas le dire, mais c'est vrai, c'est complètement ça. Et du coup, j'étais là, ah bah trop bien. Et je suis allée voir, et là, je vois une école qui propose justement un parcours en illustration pour faire des livres, littéralement. C'est vraiment l'objet livre qui est proposé et tout. Et là, je bug complètement dessus. Je fais, ah oui, mais c'est ça, c'est vraiment ça, c'est ça, ça. Il y a d'autres écoles qui proposent l'illustration et tout, mais je suis un peu genre, ouais, bon, je le fais parce que au cas où et tout, que je voudrais quand même faire de l'illustration. Mais vraiment, j'étais en mode, c'est celle-là, c'est vraiment cette école-là que je veux, quoi. Et voilà, je suis partie, j'ai passé le concours, je l'ai eu, et meilleure décision de ma vie, parce que là, vraiment, je me suis professionnellement, on va dire, épanouie, mais aussi beaucoup personnellement.
Et je trouve que de faire ce métier, ça m'a beaucoup appris sur moi aussi. Et ça fait du bien. Et on va passer une petite pause poétique, si ça vous va. Ouais. Quelle poésis vous a inspiré dans vos plus jeunes années ? Alors, s'il y a des trucs, je pense, un petit peu honteux, comme je disais et tout. Mais moi, quand même, je regardais beaucoup de films. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses au niveau du cinéma qui m'ont marqué et que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Et j'aimais beaucoup l'aspect plastique. Et le réalisateur Michel Gondry, par exemple, ces films, je sais pas, j'avais envie de faire la même chose, enfin un peu de raconter la même chose, etc. Je me disais, mais si j'ai une création à faire, que j'ai une proposition à faire, ben j'ai envie que ça ressemble à ça, quoi. J'ai envie que ça ressemble à Soyez sympa, rembobiné, quelque chose de drôle, de très qui part un peu dans tous les sens, mais qui suit quand même quelque chose. Il y a un peu de fantaisie, il y a quelque chose de très plastique qui se fait, et puis en plus ça raconte quand même de gars qui effacent toutes les vidéos en fait d'un vidéoclub qui appartient à une personne qui est importante pour eux. Et du coup, d'un coup, ils se mettent à refaire toutes les vidéos, tous les films et tout, etc. Mais avec 3 bouts de ficelle, etc. Et je sais pas, j'étais mais elle est géniale cette histoire, j'ai trop envie de raconter des trucs comme ça, complètement absurdes, mais hyper touchants et qui dit beaucoup plus de choses et qui dédramatise aussi beaucoup de choses. Bref, c'est vraiment, je crois que c'est des films un peu comme ça qui m'ont beaucoup parlé. Après, qui m'ont beaucoup parlé, je dis ça parce que aujourd'hui, ça me parle encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont donné envie de faire de l'illustration. Je pense à Loisel qui faisait Peter Pan et tout, etc. J'adorais ces petites fées avec ses petites fesses et tout. Enfin, il y avait toujours un petit truc que j'aimais beaucoup. Mais aujourd'hui, ça me parle plus du tout. Genre, justement, je trouve que la fée est hyper sexualisée. Je suis plus du tout dedans. Les histoires, je les trouve... elles sont intéressantes parce que c'est Peter Pan qui est un peu revisité en sombre et en très trash et très... peut-être plus réaliste que ce qu'on voit sur Disney. Mais... ouais, j'étais beaucoup passionnée par le dessin et par cet aspect de revisiter une histoire et de mettre quelque chose un peu plus, je dis réaliste, mais on va dire, c'est quand même un enfant qui se fait abandonner par sa mère, donc il se pose la question de pourquoi elle s'est fait abandonner, quoi. Et mais aujourd'hui, ça me parle plus du tout. Enfin, je mettrais pas une affiche de Loisel dans ma chambre, quoi, comme j'avais à l'époque. Et puis des personnes comme Margot Motin ou Digli, qui étaient aussi des illustratrices, qui avaient des blogs et tout, mais je crois qu'on était toutes un petit peu... on aimait beaucoup parce qu'elle parlait elle parlait beaucoup d'elle. Et du coup, comme il se passe beaucoup sur Instagram, mais c'était un peu les débuts, quoi. C'était leur blog et tout. Et elle faisait des petits strips de BD sur le fait d'être une femme et que c'est un peu compliqué et tout, etc. Mais je crois qu'il y avait le côté... en fait, ça plaît à tout le monde et j'avais aussi un peu envie de plaire aussi dans mes dessins. Du coup, j'avais aussi envie de faire des filles trop stylées, trop bien sapées, etc. Parce que j'ai l'impression que, en fait, ces filles, elles étaient hyper stylées aussi et trop cool. Et puis, elles étaient décomplexées parce qu'elles parlaient de tout et n'importe quoi. Elles parlaient des règles, elles parlaient des poils, elles parlaient de tout ça. Mais elles parlaient aussi de la mode, elles parlaient de plein de choses et je trouvais ça trop chouette. Et du coup, j'avais envie aussi d'avoir ce truc-là, cette image-là un peu. Mais aujourd'hui, plus du tout, je suis vraiment plus du tout dedans et je lirai même pas leur BD ou quoi que ce soit, ça m'intéresse beaucoup moins. Enfin, ouais, c'est vraiment un truc qui était dans un temps donné. Et alors à contrario que Michel Gondry aujourd'hui, genre je l'aime encore beaucoup, même si j'aime pas tous ses films non plus, mais tout ce côté très plastique, très coloré, très mise à distance aussi de certains sujets, je trouve ça vraiment super. Moi, ça me parle énormément. Merci. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est ça qui est bien. Chapitre 2, les valeurs. Ce qui fait ce que nous faisons. Quelles sont les valeurs qui s'appliquent à votre travail ? Alors ça, c'est marrant parce que je l'avais lu cette question quand tu me l'avais donnée et tout. Et j'ai trop du mal à répondre à quelles sont les valeurs de mon travail. Je pense que la meilleure façon que je puisse répondre à ça, c'est de dire comment je construis mes histoires un petit peu. Mais souvent, c'est quelque chose, c'est une anecdote, un truc qui me frustre un petit peu, ou que je trouve complètement absurde, mais ou que je trouve touchante.
mais touchante dans son absurdité. C'est, je sais pas, un gars qui va se retrouver à devoir entretenir un bâtiment pendant des mois et des mois alors qu'il y a personne dedans, quoi. Et à la fois, je trouve ça touchant, je trouve ça complètement absurde, et je trouve ça hyper intéressant de mettre ça en lumière en disant mais donc c'est souvent des choses comme ça auxquelles je m'accroche. Je sais pas tellement toujours pourquoi je m'y accroche, mais je vois souvent que c'est la même chose. Et j'aime beaucoup mettre en lumière des absurdités un petit peu qui parlent beaucoup sur comment on vit, comment on voit les autres, comment on se place aussi nous-mêmes. Je parle beaucoup souvent de pas se sentir à sa place, mais je le questionne aussi, genre pourquoi on doit vraiment trouver une place, on doit vraiment être à un endroit précis tout le temps et que tout le monde nous mette dans cette place-là. Je suis pas tout à fait sûre. Mais parler de l'absurdité du monde souvent, et j'essaye souvent aussi de mettre beaucoup de recul dessus, de pas trop être impliquée dans. Je pense que c'est des sujets auxquels justement je suis très très impliquée dedans, et du coup j'arrive aujourd'hui à en prendre du recul, et du coup j'arrive à en parler en pouvant dédramatiser un petit peu les situations. Et parce que de pas trouver de sens à son métier, de pas trouver de sens à sa vie, c'est aussi un sujet hyper important pour beaucoup de monde. Et de pouvoir le mettre en lumière avec cette situation où tout le monde se dit mais c'est absurde ce que tu fais. Ouais, mais je fais pas le choix, quoi. Je fais ça, et puis en fait on a donné du sens, donc je vais continuer à en mettre même si ça a pas de sens pour moi, quoi. Donc voilà, donc donner du sens, c'est un peu ça. Je sais pas si c'est vraiment des valeurs, mais c'est un peu les sujets qui, je pense, portent aussi des valeurs quand même qui touchent beaucoup de monde, et qui, moi, me touchent visiblement beaucoup parce que je tourne toujours autour de ça, quoi. Et c'est juste le contexte et la situation changent à chaque fois, mais ouais. Quand vous parlez de donner du sens, est-ce que c'est donner aussi une forme de visibilité sur des choses le truc là de l'immeuble, c'est quand même quelque chose qui... c'est vrai que c'est assez touchant, assez absurde, et ce mélange des deux, et ça donne une visibilité sur des choses auxquelles on pense pas forcément. Oui, je crois que j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup faire des recherches, écouter les gens, me renseigner et tout, etc. Et c'est vrai qu'il y a des choses où quand je me dis j'y aurais pas pensé, mais jamais j'aurais imaginé que ça existe, j'ai envie de le mettre en lumière, j'ai envie de dire vous savez, il y a ça qui existe, c'est fou, non? Par exemple, j'avais découvert que il y avait des gens qui s'appelaient les globe-tracteurs, qui faisaient le tour du monde mais avec un tracteur. Et je sais pas, je trouvais ça, mais j'avais envie de dire au monde entier, il y a des blogs qui existent, les gars, de globe-tracteurs et tout, on n'en parle pas, c'est fou. Ils partent du salon de l'agriculture. On n'en parle pas assez. Non, mais voilà, on n'en parle pas assez. Et puis ils sont là avec leur caravane. Puis c'est un délire, en fait, d'aller voyager avec un tracteur. Vous savez, ils ont des essences d'hiver et puis ils ont des essences d'été. Du coup, selon le pays où ils vont, faut qu'ils prennent la bonne essence. Enfin, des trucs où peut-être ça intéressera personne. Mais moi, je trouve ça hallucinant que ça existe. Et je pense qu'il y a un peu ces trucs-là où, genre, des choses un peu croustillantes comme ça, que je suis contente de savoir et que j'ai trop envie de partager aussi. Et j'ai aussi l'impression, il y a une des grandes valeurs, c'est aussi vouloir apporter la joie, vouloir apporter quelque chose d'assez joyeux. C'est vrai que quand vous parlez, vous êtes quand même assez rayonnante. Est-ce que ça aussi, c'est dans ces valeurs, où vous parliez aussi un peu de Loisel, aller quand même chercher un peu de noirceur? Oui. Est-ce que vous êtes vraiment dans ce truc de non, il faut apporter de la joie, apporter du joyeux, ou quand même vous pouvez des fois un peu aller creuser dans quelque chose d'un peu plus noir sur l'absurdité de ces choses? Non, je suis... C'est assez sombre, je suis assez crue, dans ce que je raconte quand même, et je sais que j'aborde des sujets qui sont pas faciles souvent. Et en plus, je fais des albums jeunesse, donc des fois c'est un peu difficile. Je vois qu'il y a des parents ou des personnes qui me disent « Ah oui, mais ton livre, pas vraiment fait pour les enfants, on parle de la guerre, même un enfant qui se prend une pelle dans le nez. » Bon, et oui, mais déjà un enfant il va pas le recevoir de la même manière. Et moi je trouve ça important parce que ça me donne mon ton pour le reste de l'histoire, d'avoir toujours un peu cette ambivalence de je raconte des trucs qui sont durs, mais en fait je vais vous raconter autre chose, en fait. Oui, je parle de la guerre et tout, etc. Mais je vais vous expliquer le rôle des pelleteuses qu'elles avaient dans la guerre. Et c'était pas forcément de creuser des tranchées ou de les reboucher. Enfin, c'est des choses comme ça un petit peu que je trouve intéressant. Mais de parler sur un élément comme ça parle de tout le reste, hein, bien évidemment. Et
Donc non, il y a, je parle quand même de sujets assez sombres, de la solitude, de pas se sentir à sa place. J'avais aussi une histoire où c'était un gars qui avait perdu ses parents et qui se retrouvait du coup à hériter de la maison de ses parents et qui se met à vivre dedans. Et en fait, il est pas chez lui, mais en même temps, c'est son nouveau chez lui et il ose rien bouger de son appartement. Il ose pas bouger les meubles, il ose pas bouger les affaires. Un peu comme quand il était avant chez ses parents, c'est un peu. Donc il commence à se faire des petites places. Il va se mettre, il va trouver une chaise, il va dire bon, celle-là c'est ma chaise. Du coup, je vais boire mon café tous les matins ici et tout, etc. Mais et j'essaye avec ce personnage, j'essaye de raconter d'autres anecdotes un peu plus amusantes, où des poules se sont pas retrouvées à leur place. Où il y avait 4 poules, et en fait il y avait un coq dans le lot et on savait pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait alors qu'on voulait des poules, on voulait pas des coqs. Bon, il est pas à sa place, etc., etc. Et du coup, j'essaye de dédramatiser cette situation qui est quand même, qui est de base quand je l'explique. Enfin, les premières lignes, c'est quand même, il a perdu ses parents, il a hérité de la maison et il se sent pas à sa place, il sait pas où se foutre, quoi. Dans cette maison, il ose rien toucher, rien bouger. Puis cette maison est hyper bizarre parce qu'elle a l'image d'humain, en fait. Donc ouais, non, je parle quand même de choses assez sombres qui me touchent, moi, personnellement, très intensément. Et j'essaye du coup de les dédramatiser et de mettre, peut-être, on va dire, d'autres métaphores dessus pour en parler, pour me sensibiliser un peu à ces sujets-là. Et je vais continuer à dire ce mot, mais vraiment dédramatiser. Mais quand je dis dédramatiser, c'est aussi le dramatiser au plus haut point en le montrant dans sa plus grosse absurdité, quoi. En disant, mais regardez comme c'est ridicule, quoi. Il a une baraque avec 15 chambres, 3 salles de bain, et lui, il est tout seul, il sait pas quoi faire, quoi. Il a 4 aspirateurs, il sait même pas quoi en faire. Il a choisi d'un au hasard, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà, c'est un peu des choses... Voilà. Et justement, vous dites que c'est des choses qui vous touchent personnellement. Est-ce que ces valeurs sont différentes de celles que vous partagez dans votre vie privée ? Si, je crois que je suis quelqu'un qui dédramatise beaucoup, de toute façon, en règle générale. Ouais, je sais pas, en fait. Là, je suis en train de faire une introspection en me disant, non, mais t'es complètement en train de dramatiser tout et n'importe quoi. Bon, ça dépend aussi des cycles menstruels et compagnie, mais c'est vrai qu'il y a des fois où s'il y a plus de parmesan dans le frigo, je peux me mettre à pleurer, c'est le drame de ma vie, quoi. Et puis il y a d'autres fois où il y a d'autres choses qui pourraient être dramatiques et en fait, je prends énormément de recul dessus et je travaille et je me dis non, ça va, etc. Mais je pense que oui, je pense que c'est des trucs que je fais aussi dans mon quotidien, etc. Moi, j'ai besoin d'être apaisée tout le temps, d'être dans un truc apaisé. Et je pense que je fais beaucoup d'illustrations très apaisées, en fait. Enfin, ce sont des choses qui sont posées, où on a envie d'y être. Même si je parle de la guerre, même si je parle de tout ça, j'illustre pas ça, en fait. J'illustre ça autrement, avec beaucoup de douceur. J'adore dessiner des paysages dans lesquels j'ai envie d'être moi-même. Et justement, plus je le dessine et plus je le regarde, je me dis ah putain, je suis bien là. Ah, j'aimerais bien être sur cette plage. J'aimerais bien être dans cette forêt. Et donc ouais, je crois que j'essaye tout le temps d'être un peu apaisée dans ce sens-là. Mais voilà, il y a le dessin qui est apaisé. Puis après, il y a l'histoire qui l'est pas du tout, mais qui essaye d'être un peu dédramatisée pour revenir au dessin, justement. Est-ce qu'il y a des sujets graves que vous ne vous verriez pas prendre comme sujet, comme thème, pour justement dédramatiser? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont trop graves? Je pense que j'ai pas un niveau de gravité ou quoi que ce soit dans ma tête quand j'imagine ça. Je pense qu'il y a des sujets avec lesquels je suis plus à l'aise et que du coup je peux parler, et d'autres sujets que je pense que je suis pas à l'aise moi-même, donc je vois pas pourquoi j'en parlerais, en fait. Enfin, il y a vraiment ce truc de oui, on pourrait parler de tout, etc. Je pense qu'on pourrait dédramatiser tout, mais je pense qu'il faut être soi-même en accord avec ça et l'avoir soit de vraiment l'avoir vécu ou avoir été assez touché ou par quelque chose pour pouvoir prendre tout le recul nécessaire pour en parler. Enfin, vraiment, il y a un truc quand je dis recul, c'est de
de pas être focalisé sur le côté très grave, très drame et tout, etc. Et de prendre toutes les petites informations qui sont autour, qui gravitent un petit peu autour, tous les trucs un peu croustillants, comme je te disais, qui peuvent faire que quelqu'un, quand on va lui raconter ça, il va dire ah mais oui c'est vrai, moi aussi dans ce moment-là j'ai eu exactement ce truc-là. Je sais pas, j'ai peut-être quand j'étais hyper anxieuse, moi aussi je regardais, j'essayais de deviner l'heure qu'il était, et si je regardais l'heure et qu'il était exactement 12h22 et que j'avais dit 12h22, j'étais trop satisfait parce que du coup je me disais que c'est bon, ça allait bien se passer. Des petites choses comme ça. Bon là je parle de superstition, mais des trucs où les gens peuvent se retrouver et c'est très anecdotique, c'est très petit, mais du coup ça permet aussi de prendre du recul sur une situation. Là je parle d'anxiété, mais ça peut être tout à fait autre chose. Donc je pense sincèrement que tous les sujets peuvent être dédramatisés, et justement en s'accrochant à ces petites choses, parce que ça donne beaucoup plus de sensibilité et on est moins dans j'allais dire dans le beefsteak, mais c'est pas vraiment ça, mais Dans le dur. dans le dur, quoi, c'est ça. Moi, je parlerai pas de tous les sujets non plus, absolument pas. C'est pas de vouloir à tout prix dédramatiser tous les sujets du monde, c'est vraiment juste... c'est ce que je fais en règle générale, mais je le fais sur des trucs qui me parlent et où je sens que j'ai un recul dessus pour en parler. J'ai assez d'analyse, on va dire, pour capter les petites choses qui gravitent autour et qui sont croustillantes et qui sont très humaines, excessivement humaines justement, et qui peuvent parler du coup à beaucoup de monde en fait. Puis vous allez quand même sur des sujets qui sont assez spécifiques. Oui. Le notariat, l'héritage, les tractopelles. C'est des sujets qui sont assez spécifiques, donc j'imagine que vous parliez aussi vous avez parlé de prendre du recul, etc. D'aller sur des recherches, j'imagine. Voilà, vous avez dû lire quand même un peu de bibliographie pour arriver un peu armé sur des sujets. Donc j'imagine que ça aussi, ça vous permet de prendre du recul sur des sujets qui sont assez graves, mais de le prendre sur un côté où on s'y attend pas. Moi, si on parle de guerre, je vais pas penser aux tractopelles, quoi, ça c'est sûr. Mais oui, c'est exactement ça. C'est en fait quand je fais mes recherches et tout, parce que je fais toujours des recherches, un peu des mots-clés où je me dis, tractopelle, j'ai juste tractopelle là en tête, mais des trucs comme ça qui pop, et du coup d'un coup je fais une recherche et je me dis mais c'est quoi un tractopelle, puis ça sert à quoi, et puis quand est-ce que ça a été inventé et tout. Et bon, t'as le discours classique, du coup tu recherches, puis d'un coup il y a un petit truc qui pop à côté. Ah, des globe tracteurs, incroyable. C'est quoi ça? Hop là. Et du coup toutes ces petites recherches un peu croustillantes dont je me nourris, et que du coup comme tu dis, l'angle d'attaque, mais c'est marrant parce que je le pense pas comme ça en me disant je vais vraiment atterrir dans un angle d'attaque. C'est juste que je me dis franchement j'ai eu des trucs, c'était vraiment pas intéressant et un peu chiant quand même sur les tractopelles, mais le peu de choses que j'ai trouvé hyper chouette, je vais vous le raconter parce que franchement ça vaut le coup. Et c'est vraiment souvent comme ça. Je sais plus, je voulais faire une histoire sur des fantômes aussi, et du coup je me dis c'est quoi un fantôme, machin, etc. Et en fait je sais pas pourquoi je tombe sur une page avec écrit les métiers fantômes, et je clique dessus, et du coup je me retrouve avec une liste de métiers fantômes qui existent mais qu'on sait pas que ça existe, et ou alors justement le contraire, c'est les gens ils ont l'impression d'être invisibilisés tout le temps alors qu'on sait que ça existe, mais enfin bref. Et du coup je trouve ça passionnant. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça où je prends des mots-clés, un mot-clé en règle générale, puis je fais un peu chapeau de paille, paillasson, somnambule et tout, et jusqu'à arriver un peu à des choses et tout, et je note tous les trucs que je trouve un peu qui prend un autre angle, quoi. Ou les membres fantômes aussi. Ouais, ou les membres fantômes. ça pour le coup c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Ouais. Petite pause politique si ça vous va. Ouais. Une poésie qui retranscrit vos valeurs. Il y a une illustratrice que j'aime énormément, et qui aussi a cette capacité de dédramatiser les choses et tout, etc. Et je parlais d'elle, il y a un autre auteur aussi que j'aime énormément. Et elle écrit très bien, mais vraiment elle écrit super bien, et elle fait des espèces de métaphores et de tournures de phrases super chouettes qui parlent de trucs assez graves, vraiment très très graves. Ça parle de la mort de son père, de la mort en règle générale, ça peut parler d'être enceinte, d'avoir un enfant, d'être plus aimée, etc. Mais elle arrive à le tourner d'une manière, et quand je la lis, je me dis c'est exactement ça. C'est exactement ça que j'ai envie de faire, quoi. Par exemple, tu vois, elle va dire
On disait que ses cheveux faisaient tout son charme. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est que tout son charme est en train de boucher la salle de bain, quoi. C'est des trucs comme ça et je trouve ça incroyable. Bon, j'ai un peu le livre là sous la main et tout. Tu veux, je peux te... Si vous voulez lire un extrait. Et ça s'appelle Postillon, du coup, de Marion Fayolle. Et c'est vraiment juste des petits passages de texte comme ça. C'est de la poésie, en fait. Bah, je sais pas si c'est vraiment de la poésie. Parce que, moi, j'ai peut-être un peu ce truc de la poésie, du coup, faudrait que ça rime ou quelque chose comme ça. Bah, je dis ça au niveau des formes. Parce que la forme a vraiment un côté poésie. Ressemble, ouais. C'est vraiment des petites phrases. C'est des vers libres. Tu vois, là, elle est comme le lin, elle se froisse vite et pour presque rien. C'est vraiment des petits postillons, quoi. C'est trop bien trouvé, ça. Elle est illustratrice aussi, et elle a fait plein de livres comme ça. Et je trouve qu'elle a aussi ce truc un peu croustillant où elle s'attache du coup à des choses. Et tu vois, de comparer une fille à du lin, enfin, je trouve que c'est ça, c'est s'accrocher à des petits trucs un peu croustillants comme ça, j'adore. Voilà, leur histoire durera toute une vie de papillons de nuit. Je sais pas, je trouve ça génial. Et du coup, elle dédramatise énormément de sujets, etc. Je trouve qu'elle a parlé d'être maman, elle a parlé de la sexualité, elle parle de plein de choses et tout dans d'autres livres qu'elle a fait, etc. Et voilà, moi, c'est vraiment une artiste que j'aime énormément. Et qui m'inspire énormément et j'aimerais tellement écrire comme elle. J'aimerais tellement pouvoir faire des postillons pareils et tout. Mais moi, j'ai l'impression que le postillon qu'elle fait, genre, je l'étire sur une histoire entière, etc. Et qu'elle l'a résumé en une phrase. Je me dis, ah, c'est génial, j'aurais dû mettre ça au dos de la couverture, quoi. Et il y a un autre artiste que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle John Clason, qui est un illustrateur, je crois qu'il est américain, pour album jeunesse. Et qui est pareil, qui dédramatise beaucoup des sujets, etc. Mais c'est, je sais pas, là, il y a son dernier livre, enfin, c'est pas son dernier, mais le dernier que j'ai chez moi, c'est Le rocher tombé du ciel. Et en fait, t'as deux personnages qui sont l'une à côté de la bout de l'autre de la page. Et on voit une pierre qui va tomber sur un des deux, on sait pas lequel. Mais il y en a un qui veut rester à son endroit et qui est là, non mais c'est super bien. Puis alors ils se hurlent dessus parce que du coup ils sont d'une page à une autre. Du coup, il dit, non, mais je reste ici, vraiment, c'est mon endroit préféré de la vie. Et l'autre qui lui dit, mais j'entends rien. Et c'est mon endroit préféré de la vie, mais j'entends rien. Et du coup, au bout d'un moment, ils se réunissent. Et l'autre qui était là-bas, il se dit, c'est ton endroit préféré? Ah bah, moi, je préférais là-bas. Il y a un truc qui me plaît pas chez toi et tout. Et du coup, il repart de l'autre sens. Et du coup, l'autre, il se dit, je vais rester là. Il veut essayer quand même parler avec son ami parce qu'il est dans son endroit préféré, mais il est tout seul. Du coup, il est un peu triste, quoi. Donc au bout d'un moment, il va voir son ami parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, parce qu'ils sont à l'autre bout de la page, donc il retourne le voir. Et au moment où il retourne le voir et qu'il essaye de lui dire ce qu'il voulait lui dire, il y a le rocher qui tombe sur son endroit préféré. Ouais, c'est des choses comme ça que je trouve géniales. C'est vraiment... Puis c'est absurde, là, ces deux personnes qui sont à l'autre bout de la page, qui se hurlent dessus. C'est des dialogues de sourds, mais c'est à la fois... C'est si bien écrit, c'est si bien pensé, en fait, et j'adore. Et voilà, il y a cet humour-là, il y a quand même beaucoup quelque chose de l'ordre de l'humour, hein, quand même, qui est autant chez Marion Fayolle que chez John Clason, que je trouve que j'aime bien. C'est un peu de l'humour un peu absurde, mais absurde, très bon enfant, très sympathique, très joyeux. C'est pas et voilà. Et c'est un peu des personnes qui m'inspirent et que j'aime beaucoup aujourd'hui et que je lis beaucoup et que dès qu'ils sortent un truc, je le prends les yeux fermés. Et j'adore, quoi. Bah, merci beaucoup. Ça en fait des poésies. Ça me ramène à plein de trucs personnels aussi. Donc, c'est très 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 cool. Mais on en parlera peut-être après. Ok. Chapitre 3. Les clichés. Ce qui nous fait douter nous empêche d'avancer. Alors, quelle définition donneriez-vous au métier passion ? Ah ouais, je déteste ce mot. Je déteste... Ouais, je vais peut-être expliquer pourquoi je déteste ce mot, mais c'est le mot qu'on a un peu donné au métier artistique ou au métier où d'un coup c'est tout de l'opportunité, de la dérive et du n'importe quoi et de la santé physique et mentale des personnes qui le pratiquent. Donc ça me fait peur cette phrase de fou parce que je me suis déjà fait entendre en mode
on me demande un truc à faire pour le lundi, il est vendredi soir et 18h. On me dit non, mais ça va, tu travailles le week-end aussi, parce que c'est ta passion, quoi. J'en peux plus. Et en fait, d'essayer de remettre un cadre et tout, etc. C'est hyper difficile parce que, en fait, justement, ce mot passion, ce mot de, mais t'es passionné, en fait, tu veux faire ça tout le temps, la nuit, tu peux te réveiller, tu fais ça, etc. Et, non, c'est un métier création, c'est pas un métier, c'est un métier où tu crées, tu mets énormément de toi dedans. Et du coup, c'est tous les jours un peu difficile parce que tu te vois dans ce que t'es en train de créer, tu vois, putain, je suis feignante, fais chier, j'ai pas fait ça jusqu'au bout. Ah ouais, je suis pas très douée pour les couleurs parce que t'es persuadée que t'es nulle en couleurs. Bon là, je te dis des trucs personnels, mais ça pourrait être tout à fait autre chose et tout. Ouais, le métier passion, j'aimerais bien qu'il soit redéfini, pas comme on l'imagine dans la tête tout le monde. C'est plus un métier, oui, effectivement, les gens sont capables de travailler au-delà d'horaires prédéfinis et tout, etc. parce qu'on aime bien ça. Parce que, comme je te disais, moi, j'ai un métier chaotique, en fait. Il y a des moments où, genre, je sens qu'il faut que je prenne une pause parce que mon cerveau, il a besoin de respirer. Et la créativité aussi a besoin de respirer. Et que je reprends un peu plus tard et que là, ça va un peu mieux, etc. Parce que c'est vrai que de passionné, des fois, il y a un peu la boule au ventre, quoi. Parce que on se fait pas full confiance, on est sans arrêt obligé de se remettre en question dans ce qu'on est en train de faire. Pareil, quand je parle de sujets un peu difficiles et tout, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de passer à côté du sujet, c'est pas ça. Et puis après, je me dis, non, mais si, faut toujours essayer de se rassurer et tout. Et en plus, métier passion, je connais très peu de personnes qui sont vraiment tout seuls dans leur truc et qui kiffent du début jusqu'à la fin ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas... non, parce qu'en fait, on travaille pas tout seul, c'est pas tout à fait vrai. Parce que si on fait un livre, on va travailler avec une maison d'édition, donc va falloir faire des compromis, va falloir aussi lâcher des trucs qu'on avait envie de garder, un petit mot sympa dans notre livre et que la maison d'édition dit, mais tu l'as inventé ce mot, arrête, on va pas le mettre dedans, il y a personne qui va le comprendre. Mais oui, moi j'aimais bien, il rimait et tout. Bon. Et puis d'autres trucs où des choses où t'es obligé de faire des compromis, où on te dit non, là ça va pas dans une ligne graphique éditoriale ou quoi que ce soit, ou je sais pas si on fait une affiche pour un festival où d'un coup il nous dit ah ouais mais en fait nous on trouve que les couleurs elles sont trop froides, on a envie que ce soit un peu chaleureux, alors que toi dans ce que tu voyais c'était trop bien, c'était hyper chaleureux, même si t'as utilisé du bleu et du rose, je trouvais ça génial, mais non il faut du rouge parce que c'est plus chaleureux, tu te confrontes aussi à d'autres choses. Donc moi ce qui me passionne c'est d'avoir un objet à la fin et d'avoir construit un truc avec des gens ou toute seule, mais qu'après t'as un bébé à toi et que tu le vois vivre, faire sa vie et tout, tu vois ton affiche affichée dans la rue, tu vois ton livre dans des librairies et tout, etc. Et c'est un peu, il y a un petit moi qui est là, qui est détaché de moi, qui vit son truc. J'imagine que quand t'as un enfant, ça doit être un peu ça aussi, j'en sais rien. Mais ouais, c'est hyper, c'est un peu croustillant. Donc ça, c'est vrai que du coup, ça te rebooste énormément, je pense. Donc c'est peut-être ça le côté passion. Après, je pense qu'il y a aussi le côté passion où vraiment on est fasciné par un truc, un peu obsédé par quelque chose, un sujet, etc. Je sais pas, je pense à mon père qui était facteur et je sais qu'il était passionné par ça. Enfin vraiment, je le sentais passionné de ah bah oui, mais parce que de savoir être ultra organisé, c'est très logistique là, travailler à la poste, de savoir tout par cœur, mais de connaître toutes les tournées par cœur, etc., tous les noms de chaque boîte aux lettres, à quel endroit aller, etc. Et j'ai fait factrice aussi en job d'été. Et j'ai compris ce truc-là de satisfaction où t'en chies, putain, qu'est-ce que t'en chies à la poste, de tout apprendre par cœur, t'es fatigué, d'avoir des courriers qui n'existent pas, etc. Et d'un coup, ça devient plus fluide, t'y arrives, et ça fait du bien, et justement, t'as encore ton... C'est satisfaisant. Ouais, c'est satisfaisant. Et je pense que la passion dans ce côté-là, c'est le côté très satisfaisant qui doit y être, mais c'est pas le côté... on dérive, on finit à 2h du matin un taf et on en a rien à foutre et puis on oublie notre santé, notre mental. Non, ça justement, on est tous malades, on n'en peut plus. Oui, et puis vous avez utilisé la notion de repos, de laisser reposer, de s'aérer l'esprit. Je pense que oui, c'est super important
dans la création de faire quelque chose, de repartir et de revenir. Ouais. Ça, je pense que ce mouvement-là est super important. Et c'est pas pour rien que le week-end, on appelle ça repos hebdomadaire. Donc, il y a je pense aussi ce côté, cette critique du métier passion, elle est très précise. Ce genre de commentaire de dire ah mais pourquoi tu veux pas faire ça, t'es passionné. Ouais. C'est quelque chose qui est assez irritable en effet. Ouais. Et qui va à toutes les dérives et n'importe quoi. Et du coup, d'un coup, c'est ah mais tu peux faire ça gratuitement parce que t'adores ça. En vrai, tu kiffes. Ah parce que du coup, je dois être payée quand je kiffe pas, c'est ça? Et je dois pas être payée quand je kiffe. Mais c'est quoi? Mais on vit dans quel monde? C'est quoi ce délire? Et enfin, ouais. C'est vraiment genre ah bah tu passes du bon temps, tu te fais plaisir, donc bah tu vas pas être payé. Ah ouais, d'accord. Ok, bon bah du coup je fais quoi? Je vais faire un truc que je kiffe pas, c'est ça? Et comme ça je serai légitime de gagner de l'argent avec ça. Enfin, et du coup tu te sens en plus jamais légitime de quoi que ce soit. Tu n'as pas confiance en toi. À chaque fois que tu te fais un devis, tu le fais avec tes larmes en disant si je peux le faire, c'est ça que je demande, c'est ça. Et tu te pisses dessus pendant une semaine en disant est-ce qu'ils vont l'accepter ou pas? J'ai besoin d'argent, je vous en supplie. Et du coup tu te mets à tuer ton propre métier parce que tu fais des factures trop basses. Ça m'arrive plus aujourd'hui, mais je l'ai fait avant parce que j'avais pas envie de passer à côté d'un taf. Et maintenant je me renseigne, j'ai beaucoup plus confiance en moi et en mon travail, et j'ai plus de visuel aussi sur le prix que ça. Et puis je crois que j'ai pris un peu aussi en échelon à force de faire des projets. Enfin, la première affiche que j'ai faite, je savais même pas si j'étais capable d'en faire une en fait. Donc là aujourd'hui, bon bah je suis à la 15e, j'en sais rien. Bah, je suis là, si, c'est bon. Et puis elle marche bien, et puis ça fait plaisir, puis j'ai des retours. Donc ce que je fais a de la valeur. Et en plus, je le fais pour vous, je le fais pas pour moi. Donc, vous allez payer ça aussi, quoi. Parce que c'est une demande. Ouais, voilà, c'est vraiment, on se bat tous les jours, et en plus, on a régulièrement des personnes qui, en fait, c'est comme si tu demandais une certaine somme, c'est que t'avais un énorme melon, quoi. Tu te prends pour qui? Bah, faut que je mange, en fait. Enfin, je veux dire, je suis au RSA, j'ai la prime d'activité et tout. Enfin, c'est quand même compliqué, quoi. Donc, et du coup, c'est ouais, bah, il est cher, hein. Oh là là, il est cher. Enfin, souvent j'entends ça, mais alors il est trop cher celui-là, machin. Oh, bah ouais, mais c'est quoi en fait d'être trop cher pour toi? Je veux dire, si l'affiche pour toi c'est 100 balles, bah on va pas vivre comme ça, quoi. Enfin, ça te prend une semaine, voire deux et tout. Et t'as 100 balles et bah trop cher, on peut s'en sortir, quoi. Mmh. Donc ouais, métier passion, oui, bien sûr, mais ça, c'est la facilité pour beaucoup de monde pour te faire avaler des lanternes et te faire avaler que t'es pas légitime à faire ce que tu fais, quoi. C'est-à-dire que métier passion, c'est un peu un mot valise pour moi, quoi. Ouais, c'est ça. Petite parenthèse quand même. Mais voilà, c'est juste que dans passion, ça vient de patio, donc c'est souffrance. Mm. Et c'est d'ailleurs pour ça que la question d'après, c'est trouvez-vous que votre travail soit une source de souffrance? Ah, je savais pas du tout ça. Ah, c'est fou. Est une source de souffrance. Alors, j'ai pas réfléchi à cette question. Prenez votre temps. Ouais. Mais parce que source de souffrance, oui, terriblement, parce que ça peut être. Mais je pense que là, je vais vraiment dire par rapport à moi. Je pense que il y a des gens qui sont pas du tout comme moi, mais je pense que tout ce truc de remise en question, etc. Mais je pense que je fais ça parce que je suis comme ça dans ma vie, à sans arrêt de me remettre en question, sans arrêt de me dire que non mais je suis nulle en fait, mais je suis pas légitime de faire ça. Et que du coup c'est le pire métier du monde pour faire ça, parce que tous les jours on te dit que t'es pas légitime, et tous les jours on te dit que pas que t'es nul, mais tu le ressens comme ça en tout cas, et que tu te remets en question et tout en te disant, enfin je sais pas, il va y avoir un client qui va te dire ah, allez, arrête, tu m'as demandé tant alors que vas-y, t'as passé 1 heure pour faire ça. Bon, tu sais que t'en as passé 3, mais tu sais que 3 ça suffit pas à vraiment justifier tout, quoi. Donc et du coup oui, c'est vrai, je suis une merde, je mens, ok, c'est horrible, j'ai passé 3 heures à faire ça alors que je t'ai demandé comme si j'en avais fait 5 et tout, enfin au secours, machin. Et du coup après tu regardes ton visuel et tu te dis bah ouais, ça se voit que ça a été fait en 3 heures, quel enfer. Ah voilà, puis alors là il y a un truc qui déborde là, c'est horrible, j'avais même pas vu, enfin bon.
Et ouais, c'est une souffrance là-dessus de se donner confiance et de se remettre en question sans arrêt et d'avoir du recul aussi sur soi, sur ce que t'es en train de faire. Parce que, en fait, tu communiques quelque chose, genre, sincèrement. Et il faut que ce soit à la hauteur de tes valeurs à toi et pas celles des, enfin, surtout à toi, parce que on a besoin quand même d'être aussi satisfait personnellement. Moi, je vois aujourd'hui que quand j'aime quelque chose que je suis en train de dessiner ou que je suis en train de faire, les gens l'apprécient aussi. Et alors que ça pourrait être complètement un truc absurde, mais quand moi j'aime pas mon travail, en fait ça se voit quoi. Ça se voit et les gens ils aiment pas non plus. Et je sais que il y a un peu ce truc là où genre je suis très sensible à me dire non mais je vais faire un truc que j'aime bien et je prends mon temps et c'est une souffrance de dire si ça j'aime pas parce que il y a les questions du client, il y a toi, il faut que vraiment que t'apprécies. Ce que j'ai moins dans les livres en vrai parce que là je parle quand même de mon côté un peu graphiste, illustratrice, que dans les livres ça va beaucoup plus vite, c'est plus j'ai une histoire qui me vient, j'ai un truc, et après je fais de la popote et c'est vraiment moi qui pars dans mon délire. Et je pense pas à ce qu'il y ait des gens qui vont le lire, je pense pas à qui c'est qui va regarder ça, je pense juste à être moi bien dans mon livre, moi bien être dans mes illustrations et être bien dans mon histoire. Et je pense que c'est là où du coup je ne souffre pas vraiment. C'est vraiment ce côté-là où en faire un livre, c'est... Alors, la souffrance, elle va être après, quand tu vas être édité, que tu vas devoir du coup faire des concessions avec des choses que t'aimais bien, avec ton éditeur ou ton éditrice. Et là, c'est un peu la souffrance. Ok, il y a tout qui marche pas, mais moi, je l'aimais bien comme ça. Bon, d'accord. Et après, tu reprends du recul dessus et tu te dis, ouais, en vrai, je me dis vachement mieux maintenant, je comprends, quoi. C'est le rapport à la commande, en fait, qui vous fait souffrance dans votre métier. C'est quand il y a un retour et qu'il y a des enjeux d'argent qui s'y mêlent. C'est la question de la commande. Le graphisme, c'est des gens qui vous demandent une affiche. Bon, il y a une commande, il faut répondre à la commande. Comment on répond à la commande? Quand vous faites votre livre, j'allais dire bouquin. Quand vous faites votre livre, mais là, c'est vos recherches, c'est vos idées, c'est vos valeurs, c'est dédramatisé, c'est tout ça et ça se mélange et vous avez votre régularité. On en parlait un peu plus tôt. Et là où ça va être un peu plus compliqué, là où il va falloir un peu mettre d'huile dans le moteur, l'huile d'été ou d'hiver, je sais pas. C'est face à la commande. Un éditeur, une éditrice qui va arriver, qui va dire non, ce mot-là, il n'existe pas. Là, cette couleur, là, cette ligne. Là, vous êtes sûr, vous voulez parler de ça? C'est exactement ça. C'est vraiment c'est de plus être en adéquation avec soi, quoi, d'un coup. Et de se séparer du coup de toutes ces valeurs, de tous ces trucs qu'on aime bien, des trucs croustilles, qui est là un peu une souffrance, mais comme j'imagine quelqu'un qui est dans une entreprise, je sais pas, on va dire qu'il y avait des valeurs qu'il apprécie, je vais dire un truc bête, mais qu'il y a des valeurs écologiques, on va dire, et d'un coup tu te retrouves à faire un projet avec des gens qui ont pas du tout ces valeurs-là, mais t'es obligé de faire le projet, quoi. Là, t'es pas bien, quoi. T'es pas bien du tout. T'as pas, justement, tu trouves plus de sens, en fait, à ce que t'es en train de faire. Tu dis, mais pourquoi je fais ça? Pour gagner de l'argent? Ouais, du coup, faut que je mette mes valeurs de côté pour gagner de l'argent, ça fait chier quand même. Donc, ouais, mais je pense que c'est pas spécifique à mon métier, je pense que c'est spécifique à tous les métiers, en fait. Donc, ouais, il existe quand même de la souffrance dedans, parce que ça se confronte et tout. Et il existe aussi une grande satisfaction. Et je pense une satisfaction, ouais, qui peut être personnelle, mais qui peut être aussi avec d'autres gens où tu peux te sentir entouré. C'est-à-dire que quand mon livre est sorti, mes amis qui sont venus en dédicace et tout, et je sais pas, il y avait une fête qui était en train de se préparer quand je viens de faire une affiche pour un festival, c'est la fête aussi. Enfin, des trucs comme ça où c'est un moment difficile, tu le prépares et tout, et après tu lâches, quoi, et c'est trop la fête. Et ça, j'adore ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre travail? Du coup, de prendre confiance en soi. Vraiment de prendre confiance en soi et de se dire non, parce que ça fait des années que je fais ça et à chaque affiche, je me dis que je vais faire un truc nul, quoi. Que je suis pas capable. Tout le temps, je me dis que je suis pas capable. Je suis pas capable de la faire. Alors que je sais pas combien d'affiches, j'en sais rien. Bon, je parle beaucoup d'affiches parce que je fais ça et tout. C'est presque le truc principal que je fais en vrai, à côté de l'album, du coup.
d'écrire en fait. Enfin, comme je disais au début, je suis dyslexique à la base et tout. Donc moi, à chaque fois que je me retrouve sur un papier et que je commence à écrire des trucs, je me dis mais Fiona, tu sais pas écrire en fait. Enfin, il y a des fautes de partout. Il y a des phrases qui sont pas dans le bon ordre. C'est n'importe quoi. Mais ouais. Et du coup, c'est de toujours se sentir incapable, de voir de la progression, mais de se faire jamais confiance quand même à 100%, quoi. Et la moindre personne, le moindre client qui peut te faire un petit tacle dans ton truc, ça peut te détruire, quoi. Ou mais alors que ça pourrait te faire, enfin, il y a 2 phases, hein. C'est soit ça te fait avancer, c'est super, et t'es trop content, mais merci de m'avoir dit ça, j'avais jamais vu que mon rose était super mal imprimé à chaque fois qu'il faisait, il faut que je change. Enfin, je dis un truc à la pif, mais et des fois c'est ouais, alors là tu viens de toucher un truc que j'avais pas envie d'avoir et ça fait mal. Mais ok, je vais me remettre en question et on va essayer de se faire ça. Mais c'est minime par rapport au plaisir. Une fois que bon, quoi, c'est fini, t'es content. Ouais. Tu l'oublies. Tu sais même plus pourquoi t'avais pleuré un soir, tu t'en rappelles plus. Pour le parmesan. Voilà, c'est ça. Petite pause poétique, si Ouais. ça vous va. Quelle poésie vous inspire et vous motive ? J'en ai déjà quand même beaucoup parlé un peu avant et tout, mais là il y a le côté motivation qui me demande de parler d'autre chose en fait. Et je pense que là c'est l'entourage qui me motive et qui m'active parce que j'ai quand même un entourage qui est très créatif aussi, qui font de la vidéo, du cinéma, de l'animation et tout, etc. Et je pense que cette dynamique que j'ai où ils sont aussi on porte des projets ensemble. J'ai des amis qui organisent des soirées sur Paris, des petits festivals et tout, des amis qui font des vidéos et tout. Et en fait, de voir créer ces choses-là, de fêter aussi la sortie de ces choses-là, ça me motive toujours à me dire vas-y, moi aussi j'ai envie qu'on fête ça aussi de mon côté. Moi aussi j'ai envie qu'on fête que j'ai fait une super affiche pour un super festival. J'ai envie qu'on fête la sortie de mon livre. Ça me motive. Et puis, je crois que il y a des artistes qui me motivent, mais plus intellectuellement. Je crois que là, quand tu m'as dit motive, je le voyais plus physiquement, réellement. Et j'aime bien cette dynamique que j'ai avec mes amis. Et j'ai envie... je suis hyper fière d'eux, vraiment. Et je les admire énormément. Et j'adore... Je suis presque flattée de les connaître et qu'ils soient mes amis. Et ils me renvoient ça aussi, j'ai l'impression, tout le temps. Et du coup, c'est ça qui me motive vraiment à continuer. Genre, j'ai l'impression que je fais plaisir aux autres et qu'ils me font plaisir aussi. Et j'ai envie de redonner ça et tout. Mais c'est très, du coup, dans un cercle amical, de mes amis, de mes proches et tout. C'est vraiment dans ce sens-là. Très belle réponse. Au demeurant. Pour moi, en tout cas. Chapitre 4, le destin, et finalement, où allons-nous ? Comment vous voyez-vous dans 10 ans ? Alors, comment je me vois ? J'espère tout pareil. Alors, j'adore, j'espère que la créativité sera toujours au même aplomb. C'est que de l'espoir, hein. C'est vraiment comment je me vois dans 10 ans. J'espère vraiment que j'aurai cette même dynamique et tout, cette même force et tout, etc. D'avancer, de continuer à faire des projets, de rencontrer des gens et tout. J'espère que j'aurai que je ferai plus de choses avec mes amis, que vraiment, comme je te disais là il y a un instant, j'ai envie qu'on porte des projets ensemble aussi parce qu'on s'encourage les uns les autres, mais on a une vraie envie de faire des choses aussi ensemble. Et j'espère qu'on va le faire et que justement dans 10 ans, on sera régi par ça en fait, par le fait d'avoir monté des projets, des festivals, des fêtes, des livres, je sais pas, tu vois. En tout cas, pour l'instant, je suis dans cette dynamique-là et je vois pas autre chose qui me ferait plaisir, mais continuer aussi à être dans cette dynamique de remise en question, etc., savoir évoluer dans son travail et tout. Moi, j'ai pas envie de me poser dans un truc et de faire toujours la même chose, je pense pas. Je pense que j'ai toujours envie d'évoluer et j'espère que dans 10 ans, je ferai pas ce que je fais aujourd'hui, vraiment pas. Autant dans les projets que dans l'esthétique, on va dire. Et en tout cas, je me le souhaite. Parce qu'on change énormément et ça, je l'ai compris qu'on change très vite et même
même si on dit oui, au bout d'un moment on s'arrête, j'ai pas l'impression que je vais m'arrêter d'évoluer, de changer, de voir des choses. Et je me le souhaite aussi beaucoup. Donc je pense peut-être pas à la même place, mais qu'il y ait des choses qui aient changé, mais que ça prenne plus d'ampleur, quoi. Donc, on arrive à la dernière pause poétique, si ça vous va. Ouais. Cette question-là, par contre, c'est vrai, je la pose, mais je vais partir. Ok. Je vais vous laisser seul pour cette dernière question. Ah, ok. Je vais dehors et puis on se retrouve après. Ok, ça marche. Et donc, c'est quelle poésis vous fait rêver et ou appartient au monde des rêves? Qu'est-ce que t'entends par appartient au monde des rêves? C'est à libre interprétation. Ok, d'accord. Mais dans un truc concret ou dans un truc de création? Pardon, j'ai du mal à comprendre ce qui est... Pourquoi cette question et pourquoi il faut que tu partes? Du coup, c'est pour ça. Ah non, c'est juste, je trouve ça, ça vous permet en fait, après toute cette heure à avoir quand même pas mal cogité, d'être là face à vous-même et de vous dire, mais finalement, qu'est-ce qui me fait rêver, quoi. Ok, j'essaie de jouer le jeu. À toutes. Ok, donc il est parti. Ça reste un peu intimidant quand même. En plus, je suis pas sûre d'avoir compris la question totalement, donc j'ai peur d'être à côté de la plaque. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui me ferait rêver vraiment en poésie? Ce qui me ferait rêver une création, on va dire, peut-être. Je sais pas, je pense que je suis peut-être trop professionnelle, pas assez... Moi, ce que j'aimerais énormément, c'est faire quelque chose qui touche les gens profondément et que je vois de l'émotion chez eux, parce que peut-être que quelque chose comme un spectacle ou quelque chose comme ça, j'ai envie de voir l'émotion chez les gens. En tout cas, de provoquer quelque chose. Pas le provoquer toute seule dans mon coin, enfin pas que les gens puissent le provoquer devant les autres. Enfin, que ce soit visible, c'est ça. C'est que je puisse assister à ça, c'est plus dans ce sens-là. J'aimerais bien assister à de l'émotion, quelque chose mais que j'ai créé moi. Ou avec d'autres personnes, bien évidemment. Du coup, c'est vrai qu'il y a un peu le côté fête et festival qui me donne cette envie-là. Je crois que le théâtre aussi et le cinéma, vraiment, il y a quelque chose de... Le théâtre, moi, il y a vraiment un truc très fort quand je vais au théâtre, j'adore ça. Dès que l'acteur dit les premiers mots, en fait, j'ai une montée de larmes qui arrive. Je sais pas, d'un coup, je réalise qu'il y a un vrai humain devant moi et je trouve ça hyper touchant. Peut-être les poésies, c'est ça, c'est peut-être ces acteurs-là, peut-être que j'ai envie d'être ça. Peut-être que je rêve un petit peu d'être ça, d'être quelqu'un qui est humain devant nous et qui se détache un petit peu et qui est là pour nous créer de l'émotion, nous créer quelque chose, quoi. Comme il y a des musiciens, j'aurais adoré être une chanteuse et qui provoque des émotions et qui provoque un instant un petit peu suspendu comme ça. Donc quand je pense que je commence de plus en plus à comprendre la question et à essayer de voir où est-ce que ça va. De provoquer quelque chose chez quelqu'un, c'est un peu le truc rêvé, fantasmé que j'ai. Et de le voir visuellement. Et je pense que c'est pour ça que les acteurs, actrices, je pense plutôt du théâtre, parce que au cinéma, c'est un peu... Ça reste quand même quelque chose de plus personnel, t'es plongé dans le noir et tout, etc. Il y a moins d'interaction, il y a moins de... Tu peux être aussi souvent maintenant, aujourd'hui, tout seul chez toi. Et ouais, les chanteurs et les chanteuses, mais qu'est-ce que j'adore, j'ai des amis qui font de la musique et tout, et qu'est-ce qu'ils peuvent nous rendre un moment un peu nul, tellement meilleur, un peu moins nul, on va dire, parce qu'ils sortent leur guitare, ils jouent du piano, et on se marre, et il y a un instant qui est un peu suspendu comme ça. C'est des choses que j'aimerais bien créer. Mais c'est marrant parce que je raconte ça là, parce que je suis toute seule, mais je pourrais le raconter. Je pense que je l'ai déjà raconté à d'autres gens, quoi. Voilà, je pense que mes poésies, c'est les personnes qui créent de l'émotion et qui rassemblent les gens et qui ont la chance aussi de voir l'émotion se jouer devant eux.
C'est vraiment ça auquel je rêve et que j'aspire. Mais je ne suis ni chanteuse ni actrice, donc ça ne se fera pas. Et les livres, c'est quelque chose que tu lis dans ta tête et que t'es tout seul et tout, etc. Mais c'est le seul moyen d'expression, je pense, que j'ai pour justement m'imaginer l'espoir que j'ai touché quelqu'un, que j'ai fait rire quelqu'un. Et j'aime bien m'imaginer effectivement les gens qui relire mon livre, parce que je suis obligée de le relire régulièrement pour faire après des lectures et tout. Enfin. Et quand je le lis, je m'imagine qu'un de mes amis et tout qui le lit. Et je me demande s'il va pas rire à ce moment-là, etc. J'imagine rire ou être un peu ému. Ça me fait du bien de l'imaginer. Ça me fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai que le rêve, ce serait vraiment de pouvoir être sur scène. Je vais imaginer à la scène, mais de pouvoir provoquer l'émotion de quelqu'un par rapport à quelque chose que tu crées, qui sort de toi. Et de le voir, ça, j'adore me l'imaginer, mais j'avoue que le voir, ça me ferait du bien. Ça me ferait plaisir.